Merci Séraphin. Je laisse la parole à Nathalie Hortard qui va nous expliquer, nous parler de l'ethnographie et de sa conduite en milieu rural. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. Alors, lorsque Isabelle m'a proposé cette intervention, j'étais super enthousiaste et j'ai pris plein de notes sur le moment. Et puis, lorsque j'ai relu mes notes pour préparer mon intervention, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper compliqué ce qu'elle m'a demandé et je ne sais pas bien comment je vais m'en sortir. Mais ce qui est très bien, c'est que Séraphin m'a permis quand même d'avoir une très bonne introduction à ce que je vais vous présenter, notamment pour montrer dans quoi s'insère l'ethnographie et pourquoi c'est une méthode d'appréhension du réel qui est intéressante et complémentaire d'autres méthodes. Ce que nous a montré Séraphin à travers le baromètre, ce sont des chiffres. Ces chiffres nous disent des choses sur ce qu'ils représentent et sur leur silence, c'est-à-dire ce qui n'est pas enquêté, la façon dont les chiffres sont construits. Et donc, là où l'ethnographie va pouvoir être intéressante, c'est de comprendre justement, essayer de mettre une mise en contexte de ces chiffres pour permettre d'aller au-delà de ce que nous disent les chiffres actuels. Je travaille dans un laboratoire qui comporte beaucoup de quantitativistes, économistes. Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est le bruit dans vos chiffres. C'est-à-dire toute cette zone un petit peu floue, où vous ne savez pas très bien ce qui se passe, où potentiellement il se passe des choses, mais peut-être que rien. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Pour commencer cette présentation qui va être assez théorique, je dois l'avouer, mais je pense que c'est pas mal aussi de faire un peu de théorie de temps en temps et que ça permet aussi de situer d'où l'on parle et pourquoi on parle de ce dont on parle. Cette citation de Georges Perec, qui était un extraordinaire ethnographe, si vous ne l'avez pas lu, lisez La vie mode d'emploi. C'est un pur condensé d'ethnographie dans cet ouvrage. Et donc cette citation où il parle de l'infraordinaire, et c'est vraiment ce qui nous intéresse à travers l'ethnographie, c'est comment parler de ces choses communes, comment les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une langue, car elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes. Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. Donc, cette méthode ethnographique est née d'un certain contexte sur lequel je vais juste m'attarder un petit peu. L'ethnographie est utilisée par toutes sortes de disciplines actuellement, mais comme je parle en tant qu'anthropologue, il me semblait important de revenir là-dessus. À travers une autre citation, celle de Tim Ingold, qui nous permet de distinguer en fait l'anthropologie, c'est qu'il ne s'agit pas d'une étude sur, mais d'une étude avec. Ce avec est important, c'est-à-dire avec les gens, avec ce qui s'y passe. Les anthropologues travaillent et étudient avec les gens, immergés avec eux dans un environnement d'activité commune. Ils apprennent à voir les choses, à les entendre, à les toucher, comme le font leurs professeurs et leurs compagnons. Une formation d'anthropologie ne se contente donc pas de nous fournir des connaissances sur le monde, sur les gens et leur société. Elle éduque plutôt notre perception du monde et nous ouvre les yeux et l'esprit à d'autres possibilités d'être. Il s'agit donc d'une discipline de la relation, pour comprendre un peu de l'étrange logique associative qui émerge dans cette écologie des sujets. Ça, c'est une citation de Marlene Stassern, qui permet de mettre en évidence que l'indistinction est un aspect crucial des relations. Donc le rôle de l'anthropologie n'est alors pas celui de prouver, d'apporter la preuve que le monde est ainsi, en recourant à ce que les gens nous partagent, qu'ils et elles pensent ou agissent de telle ou telle manière. Il s'agit plutôt de donner à voir les manières de faire et de penser
qui se composent avec nous, moi en l'occurrence, les tissages provoqués par notre rencontre autour de sujets qui nous animent, comme ici la mobilité, les lieux, le temps que nous habitons, le besoin de faire coïncider travail, vie de famille, inscription dans un territoire. L'ethnologie du proche s'attache largement à la compréhension des rapports sociaux mis en œuvre dans la création d'un univers ordonné autour de significations collectives, de modes de cohésion sociale et de perception de la différence. Et je trouve qu'il y a vous l'avez très bien montré in fine dans votre présentation, lorsque vous dites il y a plus 19% de femmes qui ont répondu au baromètre. Une information intéressante. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, cette information ? Pourquoi c'est intéressant de savoir qu'il y a plus 19% de femmes qui ont répondu au baromètre ? Pourquoi est-ce intéressant de savoir qu'on arrive à une égalité, et ça vous ne l'avez pas mis dans le chiffre, entre hommes et femmes ? Qu'est-ce que ça nous dit en fait de notre rapport à la mobilité, de notre façon de construire les enquêtes et de qui construit ces enquêtes de façon historique ? Donc, comprendre ces rapports, ces rapports sociaux, c'est aussi comprendre les rapports de domination. Il s'agit donc de passer d'un souci d'inventaire, de répertoire de traits ethniques ou culturels localisés, à un projet interprétatif de la modernité globale. À travers ça, on a une boîte à outils, dans la mesure où les anthropologues abordent la multiplicité de la vie sociale à travers une boîte à outils qui inclut l'historicité, la temporalité, la scalarité et l'intersectionnalité. Ce sont donc une boîte à outils à travers laquelle on va mettre en œuvre aussi des méthodes d'enquête. Ethnographie, c'est ethnoph et grapho, écrire sur un peuple, une nation, une communauté, pour rendre visible l'invisible, donner sens et voix donc aux choses communes. L'objectif donc est de décrire la vie d'autres personnes que nous-mêmes, avec une précision et une sensibilité affinées par une observation détaillée et une expérience directe prolongée. Il s'agit d'un produit issu de plusieurs méthodes d'enquête de terrain, utilisées de façon concomitante ou séparément. L'ethnographie est donc le produit de toutes ces méthodes utilisées sur le terrain. L'ethnographie est donc le résultat d'une recherche ethnologique particulière, assise sur des présupposés théoriques à l'origine de choix méthodologiques. Là, je vous ai mis une photo de Nouvelle-Calédonie, où je travaillais sur les déchets. Donc, il s'agissait de comprendre quel était l'usage qui était fait des déchets, pourquoi est-ce que les déchets arrivaient sur des dépotoirs, pourquoi est-ce que les filières ne se mettaient pas en place. Donc c'était un projet qui n'était pas financé par l'ADEME, mais qui aurait pu être financé par l'ADEME. Et notamment, ce que nous rapportaient les pouvoirs publics locaux, c'est qu'ils avaient un vrai souci avec les Kanaks, qui d'après eux, ne comprenaient pas l'utilité des nouvelles formes de tri des déchets. Entre parenthèses, on a eu exactement les mêmes discours qui ont été portés sur le monde rural à un moment donné par les mêmes autorités, juste avec un décalage dans le temps. Ethnographier la façon dont on trie les déchets, comprendre pourquoi est-ce qu'on trie les déchets ou on ne les trie pas, c'est pas juste observer des gestes et se poser en plus là la question de comment observer des gestes dans une population où vous arrivez en tant que blanche dans un monde colonisé, on va pas se mentir, hein, on reste sur des colonies, personne ne vous parle. Personne n'a envie de vous montrer son intimité la plus ultime, qui est le tri de ces déchets, à quelqu'un qui est déjà extérieur et qui, en plus, a une position forcément dominante, même si vous arrivez en disant bah, « moi, je suis gentille, tout ce que je veux, c'est comprendre ce que vous faites ». Déjà, la première question, c'est « pourquoi tu t'intéresses à nous ? Qu'est-ce que tu vas encore nous prendre ? Et qu'est-ce que ça va me rapporter si je te parle ?» Donc une situation sur un terrain qui était a priori bloqué, où rester à observer ne servait à rien, et qui a été débloqué de façon tout à fait incidente à travers la mobilité, c'est pour ça que j'en parle,
Les Kanaks sont la population la plus pauvre de Nouvelle-Calédonie. On a en Nouvelle-Calédonie l'indice de Gini du Zimbabwe, il faut quand même aussi le savoir. Et donc, ce sont des gens qui marchent parce qu'ils n'ont pas le choix. On les trouve le long des routes. Et il se trouvait que je circulais beaucoup et que je prenais systématiquement les personnes que je trouvais sur la route, qu'ils fassent du stop ou non. Je m'arrêtais systématiquement parce que j'ai été élevée en montagne et qu'en montagne, c'est une pratique qui se fait couramment. Et en fait, ça a été ma porte d'entrée. Il s'est trouvé que dans la voiture, finalement, on se retrouvait à des situations d'égalité. On était côte à côte. Et c'est comme ça que j'ai pu mener mes enquêtes. Donc l'ethnographie, c'est aussi savoir faire feu de tout bois pour essayer de comprendre comment on peut passer d'une situation à une autre et comprendre comment on peut rentrer dans l'intimité la plus fermée. Donc là, les personnes me parlaient d'ailleurs ou pas de leurs déchets. Ils pouvaient très bien me parler de toute autre chose. Mais ce toute autre chose était aussi tout à fait intéressant. Quand vous commencez à parler déchets à une personne et qu'elle vous répond autre chose, ça veut dire aussi des choses sur leur relation à cet objet. Ça veut dire des choses aussi sur qu'est-ce qui se passe autour de cet objet. Donc ça, première ethnographie, donc les enjeux et des défis. L'ethnographie aussi, c'est, et on le voit à travers les déchets, mais aussi à travers la mobilité, c'est aussi une façon de donner sens à la maternité. Pour Daniel Miller, c'est en étudiant ce que les êtres humains font avec les objets que nous pouvons le mieux comprendre comment ils créent des mondes pratiques. C'est une théorie pour nous interroger sur la façon dont les objets nous fabriquent autant que nous les fabriquons. Ainsi, ultimement, n'existe-t-il pas de séparation entre les sujets et les objets ? Par exemple, fabriquer des voitures conduit à fabriquer une nouvelle version de nous-mêmes. Les effets de cette action sont à la fois positifs, puisqu'il s'agit d'accroître les capacités humaines. Et donc ça aussi, c'est intéressant de comprendre pourquoi et comment et qu'est-ce que ça nous produit sur nous en tant qu'individus, mais aussi négatifs, puisque la culture matérielle est source d'inégalités. Donc pour revenir à la méthode ethnographique, il s'agit de focaliser le regard sur les objets et leurs caractéristiques matérielles, tout en se démarquant d'approches matérialistes qui négligent les dimensions sociales du rapport aux artefacts, ainsi que les processus de transformation et les relations mises en jeu, les savoir-faire mobilisés. On parlait du vélo. Faire du vélo, c'est un savoir-faire. C'est pas simplement être sur un vélo, on l'a évoqué, c'est savoir se faufiler dans la circulation, c'est savoir faire avec les obstacles inhérents à la pratique cycliste. Même quand on a des belles pistes cyclistes, on voit bien qu'il y a des obstacles. C'est savoir faire avec les autres. Et c'est bien là où c'est intéressant d'arriver à questionner cette relation à la matérialité et en quoi ces savoir-faire sont essentiels. La matérialité serait alors l'ensemble des propriétés phénoménologiques, là je sors un grand mot, et matérielles des choses, un ensemble conçu sous forme de potentiel et de possible, perceptible lors de son utilisation physique et ou conceptuelle. Cette analyse par les objets permet de les inscrire dans un système plus large qui donne sens à leur usage et à leur consommation. Ainsi, la matérialité a du sens lorsqu'il s'agit d'ethnographier les objets comme porteurs de signes et de symboles. Et là, on le voyait bien également à travers votre présentation. Vous nous avez dit le vélo associé à Bobo dans les villes. Donc, comment faire pour que l'usage se généralise ? Et je reprends ici donc aussi un postulat de François Sigaud à propos du monde du travail, postulat selon lequel activité et identité sont inséparables, car l'action technique me socialise, m'identifie, fait de moi tel membre de tel groupe, c'est-à-dire une personne. Si on revient aux véhicules intermédiaires, aux VELI, qu'est-ce que leur matérialité donc questionne sur ce que nous savons des voitures ? En quoi cela reconfigure-t-il ou pas des savoir-faire et compétences de conducteurs, d'organisation du quotidien, de connaissances de base à avoir ? Ethnographier les dynamiques de changement implique à prendre en compte 3 piliers du changement que l'ethnographie permet d'investiguer parce qu'elle s'intéresse à l'individu tout en le dépassant. La résistance ordinaire. Dans son ouvrage sur l'écologie au quotidien, Michel Debré constate que la consommation, la circulation et la communication sont les 3 attributs de la modernité contemporaine. Son travail porte plus spécifiquement sur les formes d'action ordinaires allant à contre-courant de la norme instituée de la consommation marchande généralisée.
Elle relève que l'inacceptabilité sociale et culturelle d'éventuelles restrictions du confort acquis constitue un a priori qui ne repose cependant sur aucune analyse sociologique des capacités endogènes des sociétés occidentales à changer d'orientation en matière de consommation. En outre, ce pessimisme est d'autant plus fort qu'il repose sur une idée implicite de la nature humaine, qui serait que rechercher le confort maximal à chaque fois que cela est possible. Elle propose donc le terme de résistance ordinaire pour désigner l'asymétrie et la disproportion du rapport de force entre les deux pôles de la vie civile et du système. Cette caractérisation présuppose le développement inégal des capacités d'action de la vie quotidienne entre la sphère civile et le système. La résistance ordinaire décrit un ensemble multiple et hétérogène d'actions non organisées, non collectives, visant à préserver ou à créer des îlots d'autonomie à l'intérieur du mécanisme de colonisation de la sphère quotidienne par l'expansion spatio-temporelle du système marchand. Ce sont des formes de résistance au quotidien et du quotidien et au quotidien. Il s'agit d'actes privés menés sans décision préalable qui ignorent leur caractère politique et ne se définissent pas comme tels, ne dérogeant pas nécessairement à la loi, mais plutôt à la norme instituée par un modèle culturel hégémonique. Toutefois, même si la résistance ordinaire paraît individualisée, elle n'en est pas moins sociale. Les pratiques sont conscientes et se situent dans la zone non discursive de la pratique quotidienne, où la consommation constitue un point de rencontre entre l'acteur et le système. Il s'agit de tactiques du quotidien n'impliquant pas une rationalité à long terme et donc instable, la résistance ordinaire est en cela une réponse aux distorsions du temps et de l'espace. Deuxième point, la transaction sociale. L'une des difficultés rencontrées dans l'analyse du changement est la compréhension des non-dits, des silences. Les analyses du changement portées par les transitions écologiques, mobilitaires, etc. ont montré qu'il s'agissait d'une réalité complexe, reposant sur des consensus parfois contradictoires. Philippe Hamann et Christine Blanc soulignent notamment qu'il passe par des arbitrages difficiles entre des choix économiques, écologiques et sociopolitiques qui relèvent de la transaction sociale, car ils portent à la fois sur des intérêts et des valeurs, ce qui les rend irréductibles à une compensation exclusivement monétaire. La transaction sociale permet d'analyser comment, sans le dire ouvertement, on négocie ce qui n'est pas négociable. La transaction sociale permet de sortir de la logique binaire et manichéenne. Elle rend attentif aux accords implicites et tacites et aux compromis pratiques, fragiles et provisoires. Cette analyse du sens réel du changement, est obtenue en faisant référence à un contexte global et en se situant dans une perspective historique. L'autre intérêt du paradigme se situe dans le détail de l'analyse sur la nature des transactions réalisées. On s'attache à appréhender les conditions du changement social grâce à l'étude du sens accordé aux pratiques. Donc la transformation de l'image de soi induite par les conflits qui partent de la culpabilité, définie comme contrôle normatif, et des modalités de déplacement de ces lieux d'expression. La culpabilité vise l'ensemble des comportements vécus comme contrôlables par la personne. Ce mécanisme est indubitablement à l'œuvre dans l'instauration du développement durable. Il existe un moment où un basculement vers de nouveaux comportements devient possible. Donc ce moment, c'est la population, selon ces auteurs, ce moment où la population se met à douter des modèles d'identification jusque-là acceptés. Elle devient disponible pour des identifications nouvelles et ce, surtout, si le doute s'insinue subrepticement et dans une certaine ambiguïté. Cette sécurisation affective repose alors sur sa capacité à s'exprimer en des gestes quotidiens apparaissant réalisables et possibles. On l'a vu à travers le vélo, la question du véli pose aussi cette question-là. Cette séquence témoigne du rapport au pouvoir et des rapports de domination établis. Troisième pilier, l'innovation. L'innovation possède un statut particulier. Les débats entourant les changements de comportement en lien avec le développement durable et la transition énergétique s'appuient essentiellement sur des modèles de l'innovation technique opposés à ceux des analyses techniques. Dans les recherches sur le développement durable et la transition énergétique, l'innovation et son acceptabilité dominent. Qu'est-ce toutefois qu'innover ? L'innovation formelle ne procède pas seulement d'emprunt, d'adaptation ou d'indigénisation, créative, mais aussi de représentation sociale et symbolique en tant que puissant activateur des métamorphoses de l'objet. L'innovation procède donc d'une rencontre entre des êtres humains qui combinent savoir-faire et savoir circuler.
Dans le cas de l'émergence de techniques nouvelles, il faut distinguer la phase d'émergence de l'innovation de celle de son usage en tant que tel, qui ne dure que le temps avant son objectivation et sa stabilisation dans la société. Une objectivation qui l'amène progressivement au statut de simple technique. L'analyse de l'adaptation au changement passe donc aussi par une compréhension des mécanismes de résilience des techniques qui avaient été rendus obsolètes par l'apparition de nouvelles techniques, et avec le vélo, on est vraiment au cœur de cela, et le véli aussi, ou par un changement de mode de vie. Cela impose d'observer les fractures et les systèmes de domination, la reconfiguration du quotidien qui s'effectue en lien avec une transformation de la relation au travail, les résistances et réappropriations du temps. Donc, comprendre les dynamiques et appréhender les dynamiques de changement rural. Annabelle Morel-Brochet et moi-même postulons que les comportements ne se transformeront pas sans une adhésion de la part des habitants, mais également que les réalités sont mélangées, faites de la composition de plusieurs ordres, non pas de façon périphérique et accessoire, mais de façon centrale. Pour appréhender cette réalité composite, il ne s'agit plus alors de miser sur une sorte de division topique du travail, mais d'accepter de se confronter à la pluralité comme donnée de base de la réalité à étudier et à comprendre. Sans cela, le risque est grand d'aboutir à une compréhension tronquée, voire erronée, grossissant ou oblitérant certains aspects de la question. Cette exigence d'une démarche holiste, permise par l'ethnographie dans l'analyse du changement, est essentielle pour appréhender les ordres de justification des individus, leur façon de composer avec les contraintes inhérentes à leur quotidien, qu'elles soient culturelles, économiques, sociales, ou bien encore imposées par la structure du territoire, les réseaux tant techniques que de transport. S'y intéresser incite à mieux apprécier dans quelle mesure l'affirmation de cet objectif commun est capable de modifier à terme ou transforme d'ores et déjà les modes d'habiter, comme de distinguer les pratiques nouvelles de celles plus anciennes, réactualisées et relabellisées à l'aune du développement durable et des transitions. Cela implique d'inscrire ce qui advient aujourd'hui dans une dynamique historique dont le présent ne constitue qu'un moment. Les pratiques de jardinage et de bricolage que j'avais observées, histoire de vous faire un peu voyager, en Russie en temps de crise, mettent en relief plusieurs éléments dont il me paraît essentiel de poursuivre l'étude dans le cadre des transformations des usages sociaux de l'énergie et des pratiques quotidiennes entourant la mobilité. Le premier point porte sur l'importance d'interroger les conditions d'apprentissage, l'origine des techniques du corps et les pratiques apprises dont on peut inférer que, suivant qu'il s'agit d'une émergence ou d'une réappropriation de comportements appris, les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Ce présupposé implique de prendre en compte le contexte socio-historique et le système socio-économique dans lequel s'inscrivent les changements de comportement, car si vivre avec ces objets, savoir les mobiliser avec adresse, variera non seulement au cours du cycle de vie, mais encore selon les milieux et les époques, des phénomènes de réappropriation sont également possibles. Le deuxième interroge la notion de linéarité de l'histoire et du progrès social tel qu'il est compris dans les modèles décrivant les innovations et les techniques. Le troisième, enfin, porte sur l'intérêt d'interroger les processus d'adaptation aux situations de crise. Les pratiques ordinaires qui émergent sont autant un moyen de résistance à un système économique et écologique dominant que des instances de transformation des espaces de production du quotidien. Donc, pour comprendre sociologiquement le monde contemporain, il est nécessaire d'envisager, dans un même mouvement, les logiques les plus globales qui façonnent notre existence et la capacité la plus individuelle que chacun de nous a d'y faire face. En guise de condition, et pour rassembler un peu tout ce que j'ai pu vous dire, l'ethnographie, on est donc sur une pluralité de méthodologies d'enquête pour dépasser les filtres des personnes enquêtées, mais aussi nos propres filtres, j'aurais dû l'ajouter. Ça questionne la matérialité, ça sert à saisir l'infra-quotidien, les changements et les continuités. Je vous remercie de votre attention.